Nous sommes de retour avec notre invité, Maître Agnina Yakubu, qui est le président de Clé, cercle des leaders émergents. Cette dernière partie sera consacrée à l'actualité sociale. Maître, les Togolais sont durement éprouvés par la vie chère depuis quelques moments et cela ne semble pas émouvoir le pouvoir. Le ressentez-vous aussi? La vie chère? Oui. Ben, tout le monde le ressent. Tout le monde achète pour manger. Oui. Hein, tout le monde se loge, tout le monde achète du carburant et tout. Et c'est clair que, oui, on le ressent, mais quel que soit votre revenu, si vous dépensez 100 francs pour vous loger ou pour manger, et qu'aujourd'hui vous avez besoin de dépasser 110 francs, 125 francs, c'est clair que ça a un impact sur vos revenus, et votre épargne et tout. Donc oui, la réalité que la vie est chère est là, c'est clair. Mais est-ce que c'est une spécificité togolaise? Non. Est-ce que c'est partout, des collectifs se sont organisés dans d'autres pays pour contre la vie chère, etc. Ouais. Et la vie en allant ne peut être que chère. Chaque jour de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que les ressources se raréfient. Il n'y a pas de création forcément de nouvelles richesses pour pouvoir distribuer pour que tout le monde puisse maintenir son pouvoir d'achat, etc. Donc, que la vie soit chère, c'est vrai actuellement. Qu'elle soit plus chère qu'avant, c'est vrai actuellement. Mais en allant, parce que les ressources s'épuisent et tout, c'est une chose qui s'avère un peu normale. C'est un peu normal. Mais ce n'est pas parce que ça doit arriver comme ça qu'on ne peut rien faire. Et puis la vie chère aussi, c'est dû au fait qu'on est quand même dans la crise sanitaire, etc. Voilà. Beaucoup. En première partie, vous avez eu à parler brièvement de la vie chère. Vous pouvez maintenant aller en profondeur. Quelle est la position de votre parti politique face à cette vie chère? La position de notre parti politique, c'est de dire que la vie chère est là. La vie chère est là et que c'est pas une spécificité togolaise. Nous comprenons que la vie soit de plus en plus chère parce que il y a la population qui s'accroît, les ressources nouvelles ne sont pas forcément, il n'y a pas forcément création de ressources nouvelles et il n'y a pas augmentation du revenu national dans la proportion du croît démographique. Je vais dire ça comme ça, non, de l'augmentation de la population. Il faut toujours... il y a beaucoup plus de personnes pour des ressources qui n'augmentent pas très rapidement. Et donc, forcément, que ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus cher. Nous comprenons cela, mais ce n'est pas parce qu'on le comprend que on ne peut rien faire. C'est pourquoi nous avons invité le gouvernement à voir, dans la mesure des contraintes budgétaires et d'autres contraintes aussi, de voir dans quelle mesure le gouvernement peut faire un geste ou des gestes à destination à la destination de tous les Togolais, ou en tout cas de ceux qui sont plus fragiles économiquement. Et c'est pourquoi nous avions sorti un communiqué il y a 1 mois et demi comme ça. Et je l'avais dit, nous félicitons de ce que le gouvernement en a tenu compte et a décidé de prendre en compte la tranche sociale de l'électricité pendant le mois d'électricité pendant du mois d'août, et aussi a rendu gratuit les frais de scolarité pour les collégiens et les lycéens. Nous avons fait notre communiqué disant au gouvernement, c'est bien, mais si vous pouvez encore faire d'autres choses, si d'autres mesures sont possibles, faites-le. Faites-le pour pouvoir permettre aux Togolais de tenir dans ces moments très difficiles. Alors, les cris d'alarme sont là, maître. Les efforts sont également faits, vous l'aviez dit tout à l'heure, mais les gens estiment qu'on peut en faire plus. Pourquoi le gouvernement ne réagit pas sur ce point? On peut en faire plus. Avec quoi? Vous voyez, on va faire avec les ressources. Est-ce que le gouvernement est capable de multiplier les ressources du Togo par 2 ou par 1,5? Non. C'est les contraintes. Il faut de l'argent, non? Oui, il faut que l'activité économique marche. Il faut qu'on génère des ressources, les impôts rentrent et tout. Voilà, on ne va pas attendre ça de l'extérieur. Même l'extérieur a des problèmes. Donc,
moi je dis c'est dans le respect des contraintes budgétaires. Le gouvernement doit faire. Mais quand je dis qu'il faut qu'il fasse plus, je dis dans la mesure du possible. Tout ce qu'on peut faire pour soulager nos compatriotes, faisons-le, que le gouvernement le fasse. Mais qu'on dise que le gouvernement n'en fait pas assez, moi, je n'ai pas cette compétence. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de donner des éléments factuels, de dire, bon, voilà, on utilise des ressources pour faire ceci, on aurait pu les déplacer pour faire tel autre. Donc, tant que je n'ai pas ces informations, moi, je préfère faire confiance à ce que le gouvernement fait, en se disant que le gouvernement aussi est préoccupé par la cherté de la vie que les Togolais, que les uns et les autres dénoncent, et que eux-mêmes, les membres de leur famille et tout ça vivent par endroits. Tout le monde est conscient, nous vivons dans le même pays, ils ne sont pas dans un autre pays. Et ils voient aussi que la vie est chère. Et je ne pense pas qu'en tant que des gouvernants, ça puisse les laisser indifférents. Moi, je pense plutôt que ce sont les contraintes de ressources qui font qu'on ne peut pas tout faire. Celui qui est au pouvoir, si lui pouvait faire en sorte, ou bien ceux qui sont au pouvoir, s'ils pouvaient faire en sorte que tout le monde mange, continue pas à manger à sa faim, que personne ne paie même des frais médicaux, que personne ne paie... Mais c'est à leur avantage, c'est à l'avantage. Donc, je pense que si on ne peut pas prendre toutes les mesures, si on peut davantage de mesures pour réduire pour réduire la cherté de la vie, pour faire face à la cherté de la vie ne sont pas prises, ce n'est pas par manque de volonté, c'est la rareté des ressources. Voilà. Ce n'est pas qu'il y a l'argent quelque part, on va puiser, c'est de l'argent qui est produit, qui rentre tous les jours, qu'on utilise pour le faire. C'est pas qu'il y a des économies, des épargne quelque part. On connaît comment les dépenses publiques, les recettes de l'État se font, comment ils dépensent. Donc, forcément que je dis, il y a quelque chose encore à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais on ne peut pas tout faire non plus. Le gouvernement ne peut pas non plus faire non plus. Je ne suis pas en train de défendre le gouvernement. Je suis en train d'être réaliste pour dire simplement que je ne peux pas dépenser plus que je n'en ai. Je trouve ça où? Si je dépense plus que je n'en ai aujourd'hui pour soutenir ceci ou cela, demain il va falloir payer. Et le problème revient. Donc, voilà. Disons, le gouvernement n'a qu'à continuer à faire l'effort de scruter tout ce qu'il faut, de regarder dans tous les détails pour voir quelles mesures complémentaires peut-il prendre encore pour aider les Togolais à faire face à la vie chère dans le respect de la contrainte budgétaire. Qu'est-ce qui est possible? Parce que je ne peux pas aller au-delà de ce que mes moyens permettent. Mais je ferai tout ce que mes moyens permettent pour soulager la souffrance des Togolais. C'est ce que nous demandons au gouvernement. S'agissant de la gratuité des frais de scolarité, certains estiment que cela va engendrer d'autres problèmes. Est-ce que vous avez une idée de ces problèmes, maître? Certains disent que beaucoup vont sortir leurs enfants du privé, par exemple, pour les amener dans le public. Je vous laisse accoucher ce problème. Voilà, parce que ça a dû être remarqué lorsque les frais de scolarité étaient devenus gratuits au niveau de l'école primaire. Mais je pense qu'ici, c'est gratuit, les frais de scolarité sont gratuits pour cette année scolaire qui va commencer en septembre, dans ce mois de septembre. Au niveau des collèges et lycées. Voilà, au niveau des collèges et lycées. Ça déjà, comme c'est pour une année, ça ne va pas motiver beaucoup de gens à envoyer leurs enfants dans les lycées publics. Pourquoi? Parce que si la mesure n'était pas reconduite, ça veut dire que on les laisse là où on les retourne là où ils étaient. Donc je pense que ça peut ne pas, les mêmes choses peuvent ne pas se produire comme celles qui se sont produites lorsqu'on a rendu gratuit l'école primaire. Ensuite, je pense quand même que ceux qui ont amené leurs enfants dans le privé, et ils ont fui les effectifs du public, et puis aussi peut-être ils se disent que la qualité de l'enseignement, quand on paie plus cher, quand on le peut, est meilleure dans le privé. Et dit comme ça, qu'il y ait plus de frais de scolarité, je ne pense pas que ça puisse motiver beaucoup de parents à envoyer leurs enfants dans le public, puisque dans tous les cas, le public a été toujours moins cher par rapport au privé. Ils ont vu le public moins cher avant d'aller payer dans le privé cher pour scolariser leurs enfants. Qu'on dise aujourd'hui que c'est devenu totalement gratuit ne devrait pas entraîner ce mouvement-là, surtout que c'est sur un an. C'est ce que je pense en tout cas. Mais cela dit, ce n'est pas sûr que
il n'y a pas de difficulté dans la mise en œuvre de ce qui est décidé. Parce que je me souviens que quand ça avait été décidé pour les écoles primaires, il semble que ça a pris du retard dans la mise en œuvre. Parce que, bon, ce que les écolages permettaient d'acheter pour démarrer l'année, des fois, bon, compte tenu de la rigidité des règles de fonctionnement de la comptabilité publique et tout, ça fait que les ressources ne viennent pas à temps peut-être dans les lycées. Donc, dans les premiers moments, il pourrait avoir quelques petits problèmes parce que les fonds ne vont pas être décaissés peut-être très facilement. Mais si on peut le faire, c'est bon. Et peut-être au démarrage, il y aura quelques difficultés. Mais dans l'ensemble, je pense que ça devrait marcher. Alors, dans le secteur de la santé, le personnel est mécontent aussi des structures vétustes. Alors, une journée de débrayage a été observée mardi. Comprenez-vous cela, cette situation dans ce secteur, maître? Je le comprends. Et tant que nous tous, nous sommes potentiellement demandeurs des services de santé, je comprends que ils puissent exiger de bonnes conditions de travail, des structures sanitaires qui bien mieux équipées, c'est ça, non? Oui. Voilà, et donc c'est pour qui? C'est pas pour eux seuls, c'est pour nous tous. Mais là encore, l'effort doit être fait pour pouvoir équiper davantage ces centres de santé-là, les structures sanitaires, mais aussi c'est les mêmes ressources qui vont à la santé, pour partir à l'éducation, qui c'est rendu gratuit. Ça fait combien de milliards? À ce niveau, c'est indispensable pour la santé, non, même pour l'éducation. C'est sûr, tout est lié. Tout est lié, tout est prioritaire. La santé, c'est prioritaire. L'éducation, c'est prioritaire. L'agriculture, c'est prioritaire. La sécurité, c'est prioritaire. C'est l'arbitrage qu'il faut faire dans tout ça là. Et c'est ça la difficulté, à mon avis. Mais je comprends que nous avons besoin de bonnes structures sanitaires. Le personnel de santé a besoin d'être protégé, a besoin d'avantages particuliers compte tenu du travail excellent et de premiers besoins, de premières nécessités qu'ils font. Mais aussi, si moi j'ai un mot à dire par rapport à cela, ils se sont fait entendre par ce qu'ils ont fait le mardi, mais en même temps aussi, il faut qu'ils s'ouvrent pour permettre au gouvernement de voir les mesures possibles à prendre sur le court terme et sur le long terme. En même temps, il faut savoir que c'est répétitif également, maître. On a l'impression qu'ils ne sont pas écoutés et c'est ce qui les irrite. Voilà. Est-ce qu'ils ne sont pas écoutés? Oui. Ben, c'est l'impression qu'on a, maître. Est-ce qu'ils ne sont pas écoutés? Parce que c'est un secteur prioritaire. Oui, d'accord. Moi, je suis d'accord, c'est clair. Mais je dis, est-ce que je vois un gouvernement fermer les oreilles sur ce qui est prioritaire, sachant que des choses comme ça peuvent arriver? Je crois que c'est la contrainte des ressources qui est encore là. Cela dit, que le gouvernement fasse de son mieux, dans le respect de ces contraintes, de toutes les contraintes qui pèsent sur l'action publique, pour pouvoir trouver une solution, un temps soit peu satisfaisant pour les gens de la santé, le personnel de la santé, par rapport à leurs exigences. Et je me félicite de ce qu'il y aura une rencontre. C'est ce que j'ai entendu dire le 7 septembre avec le ministre de la fonction publique. Espérons que d'ici là, le gouvernement doit retourner à la cuisine pour voir quels sont les plats qu'il peut préparer pour cette rencontre-là et pouvoir soulager un temps peu ce que nos frères et nos sœurs de la santé sont en train de demander légitimement. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement fera concrètement? Il demande beaucoup de choses, l'amélioration des conditions de travail, même on a parlé du matériel qui est vétus. Maître, il y a également les primes liées à Covid-19. Un chantier titanesque pour le gouvernement. Il va falloir peut-être trouver le juste milieu, selon vous? Ah oui, tout ne peut pas être fait. Je ne sais pas les équipements de santé, je ne suis pas spécialiste, mais certains des équipements devraient coûter très cher. Ah, bien sûr. Très, très cher. On ne peut pas les acquérir du jour au lendemain. Mais le gouvernement doit en tenir compte pour progressivement pouvoir remédier à ce problème. Mais je pense que ce qui est des primes et des avantages liés à l'activité du personnel soignant et de tous ceux qui travaillent dans le secteur de la santé, je pense que le gouvernement devrait pouvoir faire quelque chose d'ici là,
annoncé quelques mesures, acceptées même dans leurs principes, même si la mise en œuvre peut aller à 2022 ou après, que quand même quelque chose se dise, que ce qu'on peut faire dans l'immédiat, qu'on le fasse, et qu'ils sentent quand même qu'ils sont écoutés, et leurs doléances ont été prises en compte. Je pense que ne pas écouter, ne rien dire du tout, ce n'est pas la bonne chose. Heureusement que le ministre de la fonction publique a pris les devants et que bientôt, très bientôt, c'est la semaine prochaine, non? Voilà, il y aura cette rencontre-là. Espérons qu'il en sortira quelque chose, des mesures qui vont apaiser un tant soit peu les gens. Mais tous les problèmes ne pourront pas être réglés, ça c'est sûr. Tous les problèmes ne pourront pas être réglés. Voilà, et ça c'est sûr. Alors maintenant, on voit ces grèves répétitives, ces comportements des agents de santé. On a l'impression que la santé est abandonnée au Togo. Le domaine de la santé, bien sûr, est abandonné au Togo. Moi, je ne peux pas le dire. Parce que si vous allez peut-être vers les enseignants aussi... C'est votre position qui ne vous permet pas de le dire. Mais non, je n'ai pas d'éléments pour le dire. Ouais. Vous voyez, je suis objectif. Non, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Ouais. Je ne peux pas l'apprécier et dire pour telle raison on les a abandonnés. Parce que vous allez voir aussi que tout de suite, si vous prenez les personnels du ministère de la Communication, tous ceux qui sont dans ce domaine, peut-être des affaires étrangères, si vous prenez les corps habillés et tout, peut-être que tout le monde a quelque chose à dire par rapport à ces conditions de vie. Je comprends que la santé est prioritaire, mais on ne doit rien négliger aussi. On ne doit rien négliger. Et je pense que le gouvernement fait un arbitrage des ressources. Il faut des ressources partout pour maintenir un minimum de fonctionnement des services publics. Voilà, donc la santé est prioritaire, mais d'autres secteurs aussi le sont. Ouais. Et donc, on ne peut pas dire qu'on les a abandonnés, mais nous faisons avec nos moyens. Moi, je ne parle pas comme étant au gouvernement, mais le gouvernement fait avec ses contraintes. Je n'en sais rien du tout. Je ne peux pas dire il y a telle ressource qui rentre, mais je sais quand même que le bon sens me fait comprendre que un gouvernement ne peut pas faire la sourde oreille sur ce qui menace le fonctionnement des services publics sans rien prendre comme mesure. Je crois que le gouvernement fait ce qu'il fait, peu en considération des contraintes qui pèsent sur l'action publique, comme j'ai déjà eu à le dire. Je vais aussi demander au personnel de santé de pouvoir mettre de l'eau dans son vin. Je sais qu'ils ont été beaucoup patients, ils sont sortis parce qu'ils ont estimé qu'ils ne sont pas du tout entendus, mais comme le gouvernement a fait preuve de bonne volonté pour pouvoir analyser les choses ensemble avec eux, un esprit d'ouverture, savoir aussi, ils le savent, je n'ai pas donné de leçons, ils savent que ce n'est pas du tout facile. Si ça était facile, on devait le faire pour tout le monde. Et donc d'accepter que un minimum, un temps soit peu plus, être leur accordé et que peut-être le reste des mesures soit mis en œuvre dans le temps. Voilà, avec quand même un suivi pour que tout se fasse dans un délai raisonnable. Mais bon, ne pas s'agripper sur tout ce qui est demandé tout de suite. C'est qu'ils ne vont pas le faire comme ça non plus. Mais je pense que voilà, c'est ce qu'il faut faire. Tant que le gouvernement est ouvert. Tant que le dialogue existe, je pense que tout est possible. C'est quand on ne m'écoute pas que je dis, écoutez, ils n'ont pas... Ils pensent que ils ne s'intéressent pas à ce que je fais. Mais quand on ne commence pas à m'écouter, je dois aussi écouter les contraintes, etc. Et moi, je sais que ce n'est pas du tout facile de pouvoir régler tous ces problèmes-là en même temps. Vous avez dit tout à l'heure que tous les secteurs sont prioritaires. On va parler également de la signature de l'accord de don qui octroie au Togo le programme Seuil de la Millennium Challenge Corporation opérationnel depuis jeudi, bien sûr. L'entrée en vigueur de cet accord est d'une valeur de 35 millions de dollars du programme Seuil mis en œuvre sur une période de 4 ans. Encore du sous, maître. 35 millions de dollars, cela va être bien géré. J'espère. C'est pour faire quoi? Alors justement, le programme comporte 2 volets. Okay. D'abord, le projet de réforme des technologies de l'information et de la communication qui vise à améliorer l'efficience des entreprises, la productivité, les investissements et la croissance grâce à un accès amélioré aux services de TIC de haute qualité à coût raisonnable au Togo.
Plusieurs secteurs sont cités. De très bons objectifs. Je n'ai pas de raison de ne pas penser que cet argent ne sera pas bien utilisé parce que c'est l'argent des partenaires techniques. C'est les États-Unis, non? Les États-Unis d'Amérique. D'Amérique. Mais je sais qu'ils ne donnent pas leurs ressources à suivre leur utilisation. Je ne peux pas dire qu'à 100%, tout sera bien utilisé, mais je pense quand même que... Pourquoi 100%? Pourquoi pas? Oui, non, je dis... C'est les hommes, non? Ce sont les hommes, les tests sont là, les règles sont là, mais vous voyez, on ne peut pas être comptable du comportement de tout le monde. Mais je crois que dans l'ensemble, quand même, ça devrait bien marcher, comme c'est des fonds mis à disposition par un pays étranger. Ils n'ont pas... Ils ont des mécanismes de suivi et de contrôle. Je ne peux pas aller plus en détail que ça, mais je pense que les objectifs même poursuivis sont très bons. La réduction des coûts des communications et tout, l'augmentation de la productivité des entreprises, c'est plutôt une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle pour notre pays, le Togo. Nous saluons cela, tous ceux qui y ont travaillé, nous saluons cela et nous espérons que ces fonds vont vraiment servir à atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. Alors, l'autre volet porte sur le projet de réforme foncier pour accélérer la productivité agricole. C'est important aussi. Très important. Je le répète, tous les secteurs sont importants. On va parler du secteur agricole. Bien sûr, lui qui fait 70% du revenu national ou du PIB, je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, mais ça devrait être autour. Donc, premier secteur économique de base, très important, l'agriculture de subsistance et l'agriculture familiale et les quelques exploitations industrielles qui commencent pas à naître. C'est très important qu'on puisse faire toutes les réformes qui vont permettre d'augmenter la productivité agricole. La sécurité alimentaire en dépend. Et donc, ça aussi, c'est une très bonne chose. Je pense que ces fonds-là ont été alloués pour des secteurs vraiment stratégiques. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans l'éthique. Tout est numérisé. Oui, tout est en voie de numérisation. Ou pour augmenter la productivité, on doit numériser la plupart des activités de ce qui se fait. Et aussi, l'agriculture, on ne va plus commenter. C'est clair que notre pays est encore essentiellement agricole. Tout ce qu'on peut faire comme réforme pour sécuriser les investissements, pour améliorer la productivité, pour trouver de nouvelles variétés culturelles ou autres, ça devrait pouvoir contribuer à ce que notre agriculture devienne plus productive, qu'elle puisse nourrir les Togolais. Un pays qui ne peut pas se nourrir lui-même, qui doit compter sur l'étranger pour pouvoir se nourrir, je pense que ce n'est pas un pays qui est souverain. Non. Donc l'agriculture, c'est très important. Secteur prioritaire, comme la santé, comme l'éducation, vous voyez qu'on ne peut qu'arbitrer entre les ressources. Oui. Alors, vous êtes leader de parti politique, cela veut dire que vous pouvez être président de la République un jour. Vous l'avez dit tout à l'heure, le Togo est un pays purement agricole. Alors, ces fonds, si vous étiez président de la République, gouvernant, comment vous allez gérer ce fonds, surtout dans le domaine agricole? C'est dans le respect des règles de décaissement, dans le respect des règles comptables. C'est que je n'ai pas besoin d'être président de la République avant de savoir comment il le fait. Ouais. Bon, j'ai mis président, c'est là-bas. Voilà, non, c'est bon. Ouais. Je vais simplement dire que tous ceux qui sont impliqués dans l'utilisation de ces fonds sur le terrain, nous les interpellons tous pour que ces fonds-là soient décaissés et dépensés selon le respect des procédures établies après toutes les vérifications et que tous les contrôles nécessaires soient faits derrière cela. Parce que si les fonds là sont bien utilisés, je crois que nous allons en voir l'impact très prochainement. Et que ces fonds ne prennent pas la destination de poches privées, des destinations inconnues. Ça, je pense qu'on ne doit pas pouvoir badiner là-dessus. Est-ce que ça arrive au Togo, maître? Je n'ai pas d'éléments pour le dire une fois de plus. Ouais. Mais bon, de temps en temps, il y a des situations qui sont décriées, non? Pas ici seulement, un peu partout. Partout, les hommes gèrent, quelle que soit la confiance qu'on leur fait, on doit avoir des mécanismes de contrôle
il y a l'autocontrôle, le contrôle qui doivent être présents pour s'assurer que, bon, voilà, l'homme face aux ressources peut toujours être tenté de faire des choses. Donc, il faut un suivi rigoureux du décaissement et de l'utilisation de ces fonds et aussi, voilà, et le respect des mesures, de toutes les mesures destinées à la sécurisation de l'utilisation de ces fonds. Ces fonds sont destinés également à la réforme foncière au Togo. Le Togo connaît tellement de problèmes fonciers, maître. Ces fonds bon, jouent le capital. Oui. La réforme foncière agrofoncière. La réforme foncière a déjà commencé, non, avec le nouveau code domanial et foncier qui a prévu des règles très innovantes à différents endroits. Mais je pense qu'il faut continuer la réforme foncière pour, comme je l'ai dit, sécuriser la propriété de toutes les terres de ce pays et aussi tout ce qui permet de faire en sorte que les exploitants agricoles puissent exercer leur activité en toute sécurité et garantie. Je vais parler de façon générale comme ça. Donc, c'est très important qu'on utilise aussi ces fonds pour la réforme foncière. Mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on met dans la réforme foncière. Je ne sais pas s'il faut créer des titres pour toutes les terres, etc. Il faut délimiter les terres. Il faut savoir qui est propriétaire de quoi, etc. Il faut protéger les petits paysans pour que de grandes multinationales ne viennent pas peut-être prendre leurs terres, etc. Comme ça se fait dans certains pays déjà, etc. Je dis ça comme ça aussi, sans être spécialiste de ces questions. Mais je pense qu'en toute matière, la sécurité est l'un des premiers besoins de l'homme. Et donc, que ces fonds soient utilisés aussi pour la réforme foncière et sécuriser le foncier dans notre pays, c'est très important. Parce que c'est sur la terre que se font la plupart des activités. Alors, pour avoir les investissements dans le secteur agricole, concrètement, avec ces fonds, qu'est-ce qui est important de faire, maître Yakubu? Bon, je ne sais pas. Je crois que ces fonds même devraient avoir prévu leur utilisation. Ça, avant. Voilà. Comme je ne sais pas ce qui est prévu, mais je pense quand même que notre agriculture est grandement familiale. Je viens d'un milieu rural. Les gens sont encore de petits paysans dans leur coin. Même pour avoir les intrants, ce n'est pas toujours évident. Il y a aujourd'hui de plus en plus des problèmes de terres, d'occupation des terres, de propriété des terres qui se posent. Et donc, je pense que si tout cela pouvait être pris en compte, vous allez voir aujourd'hui dans nos villages où quelqu'un se lève après que quelqu'un a exploité les champs. Ses grands-parents exploitaient les champs, lui-même il continue pas à les exploiter. Que quelqu'un se lève pour dire la terre que vous occupez là, c'était à l'origine pour mes grands-parents, etc. Donc pour moi, la réforme foncière aussi, c'est de permettre à tous ces petits paysans exploitants-là qui sont déjà sur des terres, de permettre en quelque sorte qu'ils disposent de titres sur les lieux pour que demain, quand je vais investir là, je sache que c'est mon terrain, c'est ma parcelle, ce sont mes parcelles. Personne ne viendra remettre ça en cause. Un juge ou quelqu'un d'autre, à la demande de quelqu'un d'autre, ne viendra pas le remettre en cause. Voilà. Alors, je me pose aussi cette question, maître. Le Togo qui a tellement de ressources, est-ce que votre pays a besoin de ces fonds pour pouvoir financer ces domaines précis? Mais bien sûr, vous dites que le Togo a quoi? Le Togo a des ressources. Ah oui? Oui. Maintenant, est-ce que vous avez des ressources financières ou naturelles? Oui. Les ressources financières, vous en êtes sûr? Oui, bien sûr. Et depuis là, on n'a pas pu satisfaire les attentes du personnel médical. Et s'il y avait autant de ressources que vous le dites, je crois que on n'en serait pas. Donc le Togo a besoin urgemment de ces fonds. Oui, je pense que oui. C'est les fonds des partenaires techniques et financiers ou des choses, je ne sais pas, des puissances étrangères désirées de nous aider pour atteindre un certain niveau
de développement. Et donc, je pense que c'est nécessaire. Ce n'est pas le Togo seul. Beaucoup de pays ont bénéficié de ces fonds-là. À un moment, certains pays ne veulent plus des dons. Ben, si tant est qu'ils peuvent s'en sortir seuls, oui. Moi, je pense que on ne peut pas refuser les dons ou même les prêts tant que l'utilisation est bonne. C'est l'utilisation. Si on doit aller s'endetter sur le marché international ou auprès de puissances étrangères pour les détourner, là, c'est pas bon. Mais si on doit s'endetter et pouvoir ou recevoir des aides ou autres, et les investir pour le développement, pour l'émergence de notre pays, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Et au même moment, on se pose des questions. Peut-être qu'il y a des contreparties. En quel terme? Le Togo aussi va donner quelque chose, d'une manière sous-jacente. Bon, moi, je ne... C'est quoi le Togo va donner? Pas ça Non, aussi, non, et puis je ne vois pas, c'est quoi, notre souveraineté ou quoi? Est-ce qu'on va devenir vassal des États-Unis? Non, pas question. Est-ce que c'est à l'ordre du jour? Sinon, c'est quoi? Et pour des pays comme la France qui donne des dons, et derrière, il y a d'autres choses, maître. Bon, on dit un État n'a pas d'amis, non, il n'a que des intérêts. Bien sûr. Ben, si les États-Unis donnent quelque chose... Ça veut dire qu'il y a des intérêts. Ben, il faut bien qu'il y en ait. Ok, qu'on devienne ne serait-ce que leur ami quand même, ne serait-ce que défendre leurs intérêts, savoir qui sont nos bienfaiteurs. Même chose pour la France. Voilà. Mais on ne peut pas refuser ces choses-là. C'est leur utilisation qui est plutôt importante. Mais je suis d'accord que le devenir de notre pays, son développement, doit reposer d'abord sur des ressources nationales. Parce que le vieux Joseph Kizorbo disait, l'historien, que si tu te couches sur la natte de quelqu'un, tu dors par terre. Puis le jour où lui, il enlève sa natte, c'est fini. Donc, pendant que nous bénéficions de ces apports de l'étranger, il faut que nous fassions aussi les réformes et le nécessaire pour que nous puissions de plus en plus compter sur des ressources propres, que nous puissions de plus en plus compter sur nos propres forces. Voilà. Et donc, l'une des premières ressources, la plus importante d'abord, c'est les hommes, non? On dit qu'il n'y a de richesse que d'hommes. Voilà, investissons dans nos hommes, dans nos populations, dans notre jeunesse, pour que demain, il y ait des créations de richesses sur nos territoires, pour qu'on n'ait pas besoin, à moyen terme, de ces dons qui viennent de l'étranger, ou qui ne viennent que comme véritablement à point, parce qu'ils ont trouvé un environnement plus favorable aux investissements, mais qui ne viennent pas pour nous soutenir dans l'assouvissement de nos besoins de base. Voilà, ça, à long terme, à moyen et long terme, il faut qu'on puisse se suffire sur la question des besoins essentiels. Vous êtes juriste. L'actualité, c'est également cette sortie du président de la Cour suprême qui dit que les magistrats, certains bien sûr magistrats, sont corrompus au Togo. Quel est votre regard sur cette sortie d'abord? Lui-même... Ce qui se passe. Merci. Merci. Lui-même, c'est un magistrat. Oui. Donc, il doit savoir... Il a constaté quelque chose. Bon, il doit savoir de quoi il parle. J'ai du respect pour lui. C'est un grand magistrat. Il a fait la première instance, la cour d'appel, jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui, président du Conseil supérieur de la magistrature, et donc juge des juges. Et donc je respecte... c'est-à-dire, quand un magistrat commet une faute professionnelle et tout ça, c'est l'instance le CSM et sa juridiction, ou son instance de discipline, et c'est lui qui en est le président de droit. Donc, je ne trouve pas que il est mal parlé. Ouais. Il doit avoir des éléments à la base. Il veut interpeller ses jeunes collègues et ses collègues qui sont avec lui à la Cour suprême sur la nécessité d'avoir une justice plus impartiale, une justice qui n'est pas dans les couloirs, mais une justice qui est rendue publiquement comme la loi l'exige. Et donc, même si les magistrats estiment que les termes sont très brutaux et tout, je crois que le président de la Cour suprême a dû le faire
à dessein pour faire bouger les lignes. Voilà. Vous savez, quand la justice fonctionne mal, ça n'attire pas les investisseurs. C'est clair, c'est source même d'insécurité en interne et puis partout. La justice, c'est l'une des choses qui doivent être le plus que possible à l'abri des intérêts partisans, des magouilles, des chemins tordus, détournés et tout. Et donc ça, c'est à venir. Ça, c'est à venir. Et donc, je crois que je prends les propos du président de la Cour suprême comme des propos d'interpellation. Il a voulu frapper dur pour que les gens sachent que, voilà, c'est fini, il faut arrêter et commencer par agir comme cela se doit. Appliquer. Le juge n'est soumis qu'à l'application, qu'à la loi. Voilà. La loi est dure et de l'appliquer. Sans prendre en compte les intérêts, ses propres intérêts. Il doit être le plus neutre et arbitre entre les parties et donner raison à qui la loi donne raison. Si je veux me résumer comme ça. Les bureaux des juges ne doivent pas devenir des couloirs. Voilà, où se passe beaucoup de choses. Voilà, les bureaux des juges. Les juges ne doivent pas avoir des intermédiaires avec les usagers du service public de la justice, etc., des intermédiaires qui... Voilà, c'est des choses, nous sommes humains qu'on peut rencontrer, qui se rencontrent même. Le président de la Cour suprême n'a pas totalement tort, mais moi, je ne... Pour le reste, c'est lui qui... Au Togo, mais qu'est-ce qui explique cela? Est responsable de ses propos, mais je sais quand même que étant un acteur de la justice, un auxiliaire de justice, je sais que tout ne fonctionne pas comme cela aurait dû être. Et les magistrats, avec ces propos, sont interpellés, ils sont renvoyés à leur conscience, ils sont renvoyés à leurs devoirs et à leurs obligations professionnelles. Alors maître, qu'est-ce qui explique cela? Ils sont mal payés ou ils sont malhonnêtes? Mal payés, non. Les magistrats, ils sont bien payés par rapport aux autres fonctionnaires. Par rapport aux autres. C'est clair que là, pour ce que je sais, ils ne sont pas du tout mal payés. Avec les réformes récentes de leur grille et tout, ils sont plutôt bien payés. Bien payés. Et donc, un magistrat qui veut bien faire son travail sans se laisser corrompre peut vivre décemment. Il peut vivre décemment. Et donc, s'il y a des phénomènes de corruption, c'est que c'est... Il y a un problème d'éthique peut-être. C'est l'homme. C'est l'homme. Vous voyez, c'est l'homme qui a des désirs toujours inassouvis, non? Ouais. Qui veut toujours posséder davantage. Qui veut toujours posséder davantage. On ne trouvera jamais une rémunération de sorte que la corruption, le phénomène de corruption peut disparaître. Si vous-même, vous payez 5 millions à chacun d'eux-mêmes, il y a ce qu'on appelle, les économies s'appellent les effets de cliquet, non? Dès que j'ai un salaire aujourd'hui, comme je commence les premiers jours, je suis content, ça me permet d'avoir un plus grand pouvoir d'achat. Mais dans 2-3 mois, je suis habitué. Et ça donc, voilà, c'est fini, ça ne me suffit plus. Et donc, si dans un dossier, je peux gagner quelque chose, je vais vouloir le gagner. Je crois que c'est la conscience des magistrats. Et ils doivent chercher à honorer Dieu et leur conscience et leur pays. Puisque la Bible dit que les magistrats ont été institués par Dieu. C'est une mission divine qu'ils sont en train d'assumer. Et quand vous êtes au service de Dieu, la crainte de Dieu doit être dans vos cœurs. Que tout le monde comprenne que le travail de magistrat, c'est un travail noble, de grande estime, un travail qui est important pour la vie en société de tous les jours. Et que le ministère du magistrat dépend beaucoup de choses. Et donc, que chacun soit interpellé en sa conscience devant Dieu qui a permis qu'il soit magistrat, que chacun fasse son travail comme cela doit se faire. Il n'y a pas que l'argent. Il y a le sentiment du devoir
bien accompli. Il y a le nom qu'on va laisser dans l'histoire. Il y a aussi la satisfaction personnelle qu'on retire d'une bonne action qu'on pose, d'avoir agi conformément au droit ou conformément à sa conscience. Il ne sert à rien d'accumuler des richesses de cette nature-là si en vous-même, votre conscience n'est pas tranquille. Je pense que je connais beaucoup de magistrats aussi qui se contentent de ce qu'ils ont. Ils sont très nombreux aussi. C'est-à-dire pourquoi il a dit certains. Oui, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. Qui se contentent de ce qu'ils ont. Qui ne peut pas prendre un cadeau. Qui ne peut prendre un cadeau comme ça. S'il a fini son travail, on lui donne quelque chose, il prend. Voilà. Mais il y en a d'autres aussi qui peuvent être tentés même d'appeler les justiciables pour négocier avec eux des dossiers. Et ceux-là, ils sont interpellés à leur conscience. Alors, Maître Yakubu, on est au terme du forum de la semaine. Vous avez un dernier mot? Un dernier mot, c'est pour vous dire merci. Merci à vous. C'est nous. À une très prochaine fois. Et bonjour à tous les auditeurs. Et puis, que notre pays, le Togo, puisse aller de l'avant dans tout ce qu'il est en train d'être fait. Et bonjour à tous. Maître Yakubu Agnina, président de Cercle des leaders émergents clés. Merci à vous pour l'attention particulière. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Forum de la semaine. Excellente suite de nos programmes.